Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une conférence de presse pour mieux définir les enjeux liés à la zone économique spéciale. Les premiers ministres du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina étaient face aux médias et ont fait le déplacement de Sikasso. C'est dans cette ville frontalière avec le Burkina que le projet a été lancé. Les précisions à suivre dans quelques instants. Il est officiel, le rapport 2017 sur le contrôle des mines en matière de protection de l'environnement. Sur les 18 sociétés inspectées, nombreuses sont celles qui font des efforts en la matière. Les inspections se sont menées de façon inopinée par le ministère en charge de l'environnement. Les résultats à suivre dans ce journal. Et puis, le président de l'autorité palestinienne crie au massacre et s'en prend aux États-Unis. Mahmoud Abbas a décrété 3 jours de deuil national et une grève dans les territoires palestiniens au lendemain d'une journée sanglante à la frontière entre Gaza et Israël. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal sur un sujet lié à la santé. Une délégation composée d'experts égyptiens séjourne au Burkina avec des projets qu'ils comptent bien réaliser. Il s'agit entre autres d'un soutien aux médecins burkinabés, notamment dans le traitement des maladies qui touchent les reins. Au palais de Kossiam, les différents projets ont été présentés au président du Faso. Le compte-rendu avec Alidou Badini et Ismaël Diloma Sirima. L'Égypte renforce sa coopération avec le Burkina. Depuis le mois d'octobre 2017, le pays des pharaons soutient les centres de santé et de promotion sociale pour le bien-être de la femme et de l'enfant. En plus de cette présentation, une délégation égyptienne a annoncé au président du Faso le lancement d'un projet qui va coûter près de 5 milliards de francs CFA. Nous avons également un plan pour la mise en place d'une usine de production de solutions pour traiter les patients qui souffrent de problèmes de reins. Et nous pouvons faire cela dans l'intervalle d'une année. It will take almost a year, but we're starting this plan. Dans cette coopération avec le Burkina, l'Égypte contribue déjà à un projet de lutte contre les hépatites A et B. Et dans les perspectives, il est prévu des formations au profit des médecins burkinabés. Et puis ce communiqué a porté à votre connaissance, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation déplore la disparition de M. Sigapinda Patrice Kaboré, préfet du département de Oursi, province de Loudalan, région du Sahel. Dans la nuit du 14 au 15 mai, la résidence du préfet a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus non encore identifiés. Au cours de cette attaque, le préfet a été grièvement blessé, la résidence incendiée. Sigapinda Patrice Kaboré a malheureusement succombé à ses blessures au CSPS de Oursi. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation présente au nom du gouvernement burkinabé ses condoléances les plus attristées. Revenons à présent sur un projet partagé par 3 États. Le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina ont désormais une zone commune pour assurer un développement économique certain. Sikobo est le nom de cette zone située dans les villes frontalières aux 3 pays. De retour de Sikasso, le reportage de Urbain Benito Somé et Moumouni Soubeiga. À travers ces signatures, les premiers ministres ivoiriens, burkinabés et maliens, Soumeilou Boubei Maïga, Amadou Gonkouloubali et Paul Kabatieba signent l'acte de naissance du projet Zone économique spéciale. Le projet sera mis en œuvre entre les 3 pays à travers un cadre dénommé Sikobo, c'est-à-dire Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Il vise plusieurs objectifs. Le principal est de promouvoir l'investissement et susciter la croissance au profit des populations de ces 3 entités. Ce triangle qui unit le sud du Mali, le nord de la Côte d'Ivoire et l'ouest du Burkina Faso repose sur un substrat historique, socioculturel et économique très homogène, la complémentarité des économies et une commune aspiration de bâtir un sous-ensemble transétatique qui soit un espace commun de stabilité, de développement, de prospérité économique et de promotion humaine. Nous apprécions la tenue de la présente rencontre de haut niveau pour réfléchir sur le développement de l'espace commun Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, dit Sikobo. Cet espace commun
regorge d'importantes potentialités pour le développement économique et social de nos pays. Pour Paul Kaba-Thiéba, l'importance du projet Zone économique spéciale n'est plus à démontrer. Pour le chef du gouvernement burkinabé, il faut aller vite dans la mise en route de ce projet car aujourd'hui, ces trois pays font face à de nombreux défis comme le terrorisme et l'extrémisme violent. Le chômage, le désespoir, les frustrations diverses et la pauvreté sont autant de mots qui exposent nos populations, plus particulièrement les jeunes, à l'emprise du terrorisme. À cet égard, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité historique de travailler tous ensemble à réduire les disparités dans les différentes régions de nos pays respectifs. Les jalons sont désormais posés, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut délimiter la zone Sikobo et définir les projets et leurs coûts. Et pour cela, les trois pays comptent mettre en place les jours à venir un comité tripartite de pilotage qui veillera à la faisabilité du projet. C'est donc un projet cher aux trois pays du point de vue défis à relever, mais aussi retombées économiques. Les chefs de gouvernement du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina rassurent l'opinion publique. À l'issue de la cérémonie de lancement du projet Sikobo, ils étaient face à la presse. Le compte rendu toujours avec Urbain Benito Somé et Moumouni Soubaïga. Les premiers ministres ivoiriens, burkinabés et maliens face à la presse. Les trois chefs de gouvernement qui viennent de lancer le projet Zone économique spéciale veulent donner plus de détails sur le projet. Pour Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre du Mali, il répond à la volonté de ces trois pays de renforcer leur coopération économique. Ça correspond d'abord à l'économie du réel et à la réalité des relations multiples et diverses qui existent entre ces trois terroirs. Elle correspond à la volonté de nos chefs d'État d'avancer à travers la coopération transfrontalière vers une intégration régionale plus dynamique au service de nos acteurs économiques et sociaux, donc en dernière analyse de nos concitoyens. Et à la question de savoir comment traduire le rêve de ces trois pays en réalité, le Premier ministre ivoirien rassure. Pour lui, la machine est déjà en marche. La coordination du processus que nous avons lancé à partir d'aujourd'hui sera donc sous la conduite de nos ministres de l'économie et des finances. Donc on a des études donc à faire. Il faudra regarder pour chacune de ces potentialités où est-ce que de manière donc intelligente nous devons installer telle ou telle infrastructure commune parce que c'est là que ça a du sens. Quand on aura déterminé donc, tous les lieux où nous devons avoir les infrastructures donc, communes, nous verrons comment donc, les financer et c'est donc un processus qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Pour le Premier ministre du Burkina, c'est un projet qui présente de nombreux avantages, tant pour les États que pour les populations de la zone concernée. Il a envisagé qu'il y ait certainement des projets structurants en commun. Il est également prévu qu'il y ait, sur le plan donc, des incitations, qu'il y ait des avantages fiscaux, des avantages douaniers qui soient envisagés, que les échanges économiques s'intensifient, que les investissements viennent, des investissements directs étrangers, et pourquoi pas régionaux également, et que ce soit vraiment une zone de création de richesses et de transformation structurelle de nos produits locaux. À travers le lancement de ces projets, c'est un nouveau modèle de coopération économique sud-sud que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali veulent développer. L'objectif est de faire de Sikobo un pôle de croissance économique et d'intégration sous-régionale. Et nous quittons cette zone frontalière pour la capitale burkinabé, mais toujours pour parler gestion des frontières. Les acteurs impliqués sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou. L'idée est d'élaborer un plan opérationnel pour que ces zones frontalières soient plus sûres, dynamiques et économiquement viables. Cette fois, le reportage est signé Issa Kafando et Maxime Zongo. Débuté en juin 2017, le programme Gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina s'est engagé de façon continue au renforcement des capacités des acteurs impliqués. À cela, il faut ajouter des appuis multiformes aux structures et organisations concernées. Cette concertation de Ouagadougou, qui vient en appui aux actions antérieures, est alors destinée à définir
un deuxième plan beaucoup plus opérationnel pour la période 2018-2019. C'est l'ensemble des activités qui vont être menées dans le cadre de la gestion des frontières, qui vont être recensées aujourd'hui, examinées et validées par les participants. Aux côtés de l'État burkinabé pour le succès de l'opération, la coopération allemande à travers la GIZ, une initiative qui entre dans le cadre du programme frontalier de l'Union africaine. La gestion des frontières, c'est un thème très complexe. Et là, nous travaillons toujours, comme d'habitude, au niveau de la GIZ avec nos partenaires qui sont des bons connaisseurs du terrain. Au cours des travaux, les participants vont ainsi faire le point sur les avancées obtenues, identifier les cibles et les activités à conduire au cours de la période allant de juin 2018 à décembre 2019. Ils étaient deux à animer ce désormais point de presse hebdomadaire de l'opposition politique burkinabé. Jean-Hubert Bazier et Amadou Diemdoda Diko ont livré leur lecture des faits marquant l'actualité. Plusieurs sujets ont été inscrits à l'ordre du jour. Le point avec Roger Kam et Vincent Kendrebego. Pour leur deuxième exercice de point de presse hebdomadaire, l'opposition politique représentée par Jean-Hubert Bazier et Amadou Diemdoda Diko jette un regard critique sur les actions du gouvernement, à commencer par l'acquisition de nouvelles voitures haut de gamme pour les ministres et les présidents d'institutions. Même s'il va au service avec un véhicule ordinaire, avec un véhicule bas de gamme, ça n'enlève rien à son autorité. Nous pensons que l'achat de ces véhicules et la qualité de ces véhicules ne correspondent pas à la situation générale que le pays vit et qu'il fallait voir un peu plus modeste. Les recrutements pour la fonction publique connaissent une réduction de 40% cette année par rapport à l'année dernière, une situation que l'opposition dit ne pas comprendre. Le pouvoir actuel a beaucoup promis à la jeunesse. Le minimum qui pouvait être fait, c'est de maintenir le niveau de recrutement. Sur les questions de délestage, les conférenciers émettent le doute de l'opposition quant à une solution rapide du problème. La sécurité n'est pas en reste, la situation se dégrade au jour le jour, faute de mesures adéquates pour contrer la menace terroriste, selon les conférenciers. Que le Premier ministre donne par omission une interview devant les couleurs nationales présentant un nœud papillon à la place de l'étoile. Pas d'excuse pour Paul Kabatieba et l'opposition se saisit des réactions sur la toile pour demander des excuses publiques de la part du chef du gouvernement. Dans l'actualité également ce soir, le rapport annuel sur le contrôle des mines du Burkina en matière de protection de l'environnement. Il a été rendu public dans une zone d'activité minière à Perquois, dans le Sanguier. Et si le rapport salue les efforts de certaines sociétés, il recommande par ailleurs d'être plus rigoureux en matière de protection de l'environnement. Konsoun Koulibaly et Boumaya Nesnebien nous en parlent. Au Burkina, l'on assiste ces dernières années à une prolifération des industries minières, des sociétés minières dont les activités ne sont pas sans impact sur l'environnement, d'où des inspections inopinées organisées chaque année par le ministère en charge de l'environnement au niveau de ces mines. Des contrôles inopinés dont l'objectif est d'attirer leur attention sur le respect des mesures en matière de protection de l'environnement. Vous savez également qu'avant leur installation, il y a un cahier de charges liées aux questions de l'environnement. Donc pour nous, ces questions doivent être suivies bien avant, pendant et après. Donc nous faisons ces inspections inopinées pour voir si les acteurs respectent leur engagement du départ. Et sinon, des recommandations sont faites. Et ceux qui n'arrivent pas ou bien qui n'acceptent pas la mise en œuvre de ces recommandations, nous appliquons bien sûr le code de l'environnement, conformément bien sûr aux normes et surtout également à la non-conformité constatée sur le terrain. Selon les résultats du rapport d'inspection 2017 qui a porté sur 18 mines, de nombreux efforts sont faits chez la plupart de ces sociétés minières en matière de protection de l'environnement. Et des non-conformités ont été constatées chez 4 sociétés minières. Alors, les non-conformités, c'est par rapport souvent à des déversements d'huile
qui sont sur le sol, alors que vous savez que la loi dit clairement que lorsque vous allez faire une activité, lorsqu'il y a des versements et que vous ne prenez pas les dispositions, ça peut ensuite, avec les eaux de pluie, s'infiltrer et ça crée un problème. Il y a certaines où au niveau du parc Aridju, il y a absence d'effaroucheurs pour éloigner les oiseaux qui viennent s'abreuver. Si un oiseau vient s'abreuver là-bas, vous savez que souvent il peut emporter certains produits toxiques et ça va... C'est une chaîne alimentaire comme on dit. Voilà, peut-être que vous, en allant manger cet oiseau, il y a quelque chose d'autre qui peut vous arriver aussi. Donc il y a des dispositifs quand même pour les écarter, pour éviter, ce n'est pas les oiseaux seulement, tous les animaux pratiquement qui viennent, pour qu'ils ne viennent pas s'abreuver là-bas. Une cérémonie de présentation du contenu du rapport 2017 qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la campagne d'inspection de 2018. Une visite guidée de la mine de zinc de Percoin a mis fin à cette cérémonie qui s'est déroulée sur le site de la dite mine. La protection de l'environnement, elle en fait son cheval de bataille. L'association professionnelle des entreprises de valorisation des déchets plastiques et ferrailles se dit remontée contre une décision du ministère en charge du commerce. Le département lui aurait refusé l'autorisation d'implantation d'une unité de recyclage semi-mécanisée. Les membres étaient face à la presse ce 15 mai. Le compte-rendu avec Nong Bakouda et Nathalie Sawadogo. Une conférence de presse aux allures d'un plaidoyer. L'Association des entreprises de valorisation des déchets plastiques et ferrailles plaide pour la délivrance d'une autorisation à son partenaire devant aboutir à la création d'une usine de transformation des déchets plastiques en carburant. Selon le président de l'association, leur partenaire a déjà l'approbation du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Le problème se situe au niveau du ministère du Commerce. Le partenaire nous a contactés depuis 2016 pour qu'on puisse l'accompagner à travers la collecte d'informations, de même que l'appui pour l'obtention des documents nécessaires. Et nous a dévoilé l'importance du projet qui touche principalement nos associations, telles que la collecte et la valorisation. Nous sommes vus, on l'a accompagné jusqu'à l'obtention des documents au niveau du ministère de l'Environnement. Mais il se trouve qu'aux dernières nouvelles, au niveau du ministère du Commerce, il n'a pas eu le quitus pour l'implantation parce qu'il y a un vide juridique qui ne permet pas à ce qu'on installe une telle usine au Burkina. Pour Yacouba Belem Viré, l'usine va générer beaucoup d'emplois et des revenus substantiels à même de lutter contre le chômage et la pauvreté. Le projet à lui seul est prévu un investissement de près de 11 milliards avec un chiffre d'affaires estimé à 9 milliards sur des opérations d'achat par an estimées à 4 milliards et demi. L'emploi direct possible est estimé à 242 et pour les emplois indirects estimé à 10 000 emplois indirects. L'association estime que le projet entre en droite ligne des axes 2 et 3 du PNDS. Par conséquent, elle interpelle le gouvernement à se pencher sur le dossier afin d'éviter la perte du projet au profit d'un autre pays. Le collectif citoyen pour l'agroécologie donne rendez-vous le 2 juin prochain dans les rues de Ouagadougou. Dans le viseur de l'organisation, les OGM et les moustiques génétiquement modifiés. Le collectif tire la sonnette d'alarme sur les effets négatifs de ces organismes modifiés sur la santé de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Yacouba Gamene et Iniwalkoy Janine Kambiri. Non au niébé bété, non aux moustiques génétiquement modifiés. Non au lâcher de ces moustiques à Bama dans la zone de Bobo-Dioulasso, le collectif citoyen pour l'agroécologie entend donner de la voix à travers une marche qu'elle organise le 2 juin prochain à Ouagadougou. Une marche au cours de laquelle un mémorandum et une pétition contre les OGM seront remis au gouvernement. Nous allons marcher le 2 juin à partir de 8 h, départ place de la Révolution. Qui nous rassure qu'en modifiant le génome du moustique, son organisme ne pourra pas désormais héberger d'autres maladies plus virulentes, voire plus mortelles que le paludisme. Si on produit le niébé bété, nous risquons d'être les premières personnes du monde à consommer directement et à grande échelle des organismes génétiquement modifiés. Parce qu'ailleurs, on produit les OGM pour les animaux, et c'est quand les animaux les mangent qu'au retour, l'homme maintenant mange les animaux. Ce n'est pas de façon directe comme le cas du niébé bété.
Le collectif citoyen pour l'agroécologie, qui regroupe des citoyens d'associations nationales ayant une même vision de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire, est né à la faveur de la marche contre Monsanto et les OGM en mai 2015. Des journalistes s'intéressent au concept de développement endogène. Ils sont une trentaine issus de la presse privée et publique et veulent mieux saisir les contours de cette approche de développement chère. À feu, le professeur Kizerbo, la fondation qui porte le nom de l'illustre disparu, assure cette formation en partenariat avec l'université baptisée également en son nom, Césaire Carrefour et Aruna Maré pour le reportage. On ne développe pas, on se développe. Ces mots résument toute la pensée, l'œuvre et l'action du professeur Joseph Kizerbo pour le développement de l'Afrique. Une approche qui tranche avec les concepts prêts à porter, importés d'ailleurs et qui jusque-là ont prouvé toutes leurs limites, selon le concepteur du développement endogène. Grâce à la fondation Joseph Kizerbo, ces journalistes revisitent ici le concept de développement endogène. Notre culture est la principale ressource. Elle vient même avant nos ressources naturelles, nos ressources minières. Ne dormons pas sur nos trésors, ne dormons pas sur notre histoire. Réveillons-nous, ne dormons pas sur la natte des autres. L'Afrique est le berceau de l'humanité et en dépit des recettes proposées, le développement endogène est toujours d'actualité. Cette formation est un plus pour le quatrième pouvoir, pour mieux éclairer l'opinion publique. Je pense qu'avoir cette opportunité de connaître l'œuvre du professeur, de prendre en compte ces concepts de développement endogène-là peut véritablement aider nos journalistes, aider nos rédactions à produire des papiers beaucoup plus pointus qui puissent également, en termes d'ouverture d'esprit, de critique de l'action gouvernementale, amener à poser des actions qui soient plus en phase avec un développement porté par nous-mêmes et centré sur nous-mêmes afin que nous puissions avancer. 3 communications sur la pensée de Kizerbo sont au menu de la formation. Une formation qui permettra à ces journalistes de s'approprier la pensée de Kizerbo et de pouvoir distinguer désormais le bon grain de l'ivraie. Ce concept, il adopte peut-être sans le savoir, mais le développement est cher aux responsables de l'association pour le développement des 36 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. Cette année encore, elle a réussi le pari de commémorer les journées dédiées à ces villages. Yegueresso, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Sia, a abrité les festivités. Bilidou Bazongo et Siriki Milogo. Le développement des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso et ses partenaires plaident pour une prise en compte de ces localités dans le plan de développement communal. Ici à Yegueresso, la problématique de l'hygiène et de l'assainissement est au cœur des échanges. Très belle initiative qui a été prise par l'association pour le développement des villages rattachés d'organiser en fait la cérémonie de ce matin sur le thème assainissement et hygiène. Et du reste, c'est un thème qui nous interpelle tous et qui fait partie intégrante en fait du programme de société de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, parce qu'un peuple qui est sain et dont l'environnement est assaini est un peuple qui se porte bien. Et donc ça participe de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cadre fédérateur pour une conjugaison d'efforts dans le but d'un développement durable, ces journées commémoratives constituent une aubaine pour ces populations. Les intervenants ont relevé les difficultés des villages rattachés à la commune, des difficultés qui se résument au manque d'infrastructures sanitaires, hydrauliques et électriques. Nous avons senti un temps, quand on parle de la commune de Bobo, les gens ne voient que ces 33 secteurs seulement en oubliant les 36 villages. C'est pourquoi nous avons trouvé nécessaire de créer un cadre fédérateur qui les villages vont se retrouver, se parler, discuter, proposer des solutions de développement aux autorités. Créée en 2014, l'Association pour le développement des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso œuvre pour un dialogue entre autorités et populations du monde rural. Elle lutte également contre les pratiques de l'excision et du mariage forcé.
L'histoire de la musique burkinabé racontée dans un ouvrage, l'auteur met en lumière la vie des artistes burkinabés à travers des biographies et des images inédites. Aboudou Dabo dit Diaps a présenté son nouvel ouvrage à la presse. Nongba Kouda et Abdelaziz Yagibou nous en disent plus. Établir un pont entre les générations des artistes musiciens, animateurs et promoteurs culturels du Burkina. Avec un thème évocateur, la musique du Burkina Faso hier et aujourd'hui, l'auteur Aboudou Dabo, dit Super Daps, dit être guidé par un devoir de mémoire. Une œuvre de 285 pages qui retrace la chevauchée des artistes et acteurs du monde musical burkinabé de 1960 à nos jours. Promoteur et passionné de culture, l'auteur affiche l'ambition d'apporter sa touche à la promotion continue des artistes et acteurs culturels. À mon arrivée en 1992 sur la scène du management culturel, j'ai cherché un tel ouvrage et je n'ai pas trouvé. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, même si ça va prendre du temps, mais bon. Et je pense que déjà, je suis au premier tome. J'espère arriver à faire encore beaucoup plus de tomes. Je voulais juste pouvoir accompagner la jeune génération, les aider à percevoir autrement notre musique. Et de savoir qu'il y a des hommes qui ont fait la musique avant et qu'il y a des hommes qui le font aujourd'hui. Produit d'une recherche, l'ouvrage est illustré par des photographies inédites et propose aux profanes, tout comme aux passionnés de culture, de quoi s'enrichir. Une initiative saluée par les acteurs de la filière livre. Il y a une floraison artistique, une floraison littéraire ces derniers temps et nous ne faisons qu'encourager ces genres d'initiatives. Nous faisons qu'encourager les créateurs, nous faisons qu'encourager la jeune génération à emboîter le pas à ceux qui sont déjà là. Et l'auteur de promettre qu'à ce premier tome, qui paraît comme un outil didactique, vont succéder d'autres tomes dont le contenu va contribuer à mieux faire connaître l'histoire de la musique burkinabé ainsi que les hommes qui l'ont marqué. En sport, ils sont 24 à figurer sur la liste du sélectionneur Paolo Duarte. Le 27 mai prochain, les étalons livreront un match amical international à Paris. Ils seront face aux Lions indomptables du Cameroun. La liste nous est présentée par Asmane Zoundi et Jean-Modeste Ouiraogo. 24 joueurs ont mérité la confiance du sélectionneur Paolo Duarte pour ce match amical face au Cameroun. Sur cette liste, l'absence du capitaine Charles Kaboré saute aux yeux. Le sociétaire de Krasnodar, qui revient de blessure, a souhaité se reposer. Aristide Bansé, un autre cadre de l'équipe, est absent pour des raisons de blessure. Mis à part ces deux joueurs, tous les autres cadres figurent sur la liste. Un retour, et non des moindres, celui d'Ahmed Touré, sociétaire de la SEC d'Abidjan. Ahmed Touré, agressif dans le premier 10 mètres, trop agressif, trop rapide. Un joueur qui joue toujours dans les limites du hors-jeu, ça c'est très important. Les appels qu'il fait, normalement, c'est en profondeur, pas au pied. Et c'est un joueur, pour moi, je pense qu'il est froid, qu'il est efficace. Aussi, de nouveaux joueurs font leur apparition sur cette liste. Trova Boni, Abou Ouattara, tous de Mali, en Belgique. Le meilleur buteur du Faso Foot, double joueur AGSB du mois et leader actuel du Faso Foot, Cheikh Djibril Ouattara intègre la liste du Portugais. Un stage à l'orée des vacances et à quelques jours du début du mondial, quelle opportunité! Le match amical pour moi, c'est pour faire d'essais, c'est pour donner opportunité aux joueurs qui ne sont pas là normalement, pour donner opportunité aux joueurs qui normalement sont remplaçants. Et c'est dans le match, c'est dans cette petite rencontre, parce que nous, dans une équipe, un entraîneur, il y a 300 jours chaque année, les joueurs avec lui. Et un entraîneur national, il y a 7, 8 matchs, 9 matchs peut-être chaque année pour avoir le joueur avec lui. Donc, c'est une période de vacances, c'est pas facile pour le joueur. Le stage est prévu du 22 au 28 mai prochain à Paris. Au lendemain de la journée sanglante à la frontière entre Gaza et Israël, 3 jours de deuil sont observés sur tous les territoires palestiniens. Le bilan s'est encore alourdi ce soir. On compte à présent près de 60 morts et de plus de 1400 blessés. Mahmoud Abbas a décrété 3 jours de deuil national et une grève dans les territoires palestiniens au lendemain d'un bain de sang perpétré par Israël.
55 Palestiniens ont été abattus, 2400 autres blessés à la frontière entre Gaza et Israël lundi. Le président de l'autorité palestinienne qui crie au massacre s'en prend aux États-Unis et à l'inauguration de leur ambassade à Jérusalem. Il a fait savoir qu'il n'accepterait jamais aucun accord de paix proposé par l'administration Trump. Ce n'est pas une ambassade, c'est un avant-poste colonial américain. Avant cela, nous avions des colonies de peuplement israélien soutenues par les Américains. Maintenant, nous avons cet avant-poste colonial américain à Jérusalem-Est. Les États-Unis rejettent la responsabilité de ces morts sur le Hamas qui gère la bande de Gaza. L'Union européenne et Londres exhortent à la retenue, mais les responsables du Hamas appellent à revenir manifester aujourd'hui. Nous le disons clairement au monde, les groupes de résistance, principalement le Hamas et les brigades Al-Qassam, ne resteront pas patients devant l'oppression sioniste qui tue notre peuple et détruit jour et nuit. Ces violences inacceptables ont été condamnées par nombre de pays, mais les États-Unis ont bloqué l'adoption d'un communiqué de l'ONU qui exprimait son indignation et sa tristesse. Retour chez nous pour la revue de presse. Les quotidiens s'intéressent à la vie des partis politiques avec des vagues de démissions au sein du Parent et de l'UNIRPS. Abdoul Rasmane Zongo nous livre sa lecture croisée des quotidiens de ce 15 mai. Avoir conscience d'un danger et en avoir peur, la nuance est de taille. Mais le Parent, Parti pour la Renaissance nationale, en fait-il cette différence? Dans ce parti, affichent les éditions Le Pays, 30 cadres viennent de jeter l'éponge, de rendre le tablier. La messe est dite, le divorce est consommé, souligne l'Express du Faso. C'est une grosse hémorragie, renchérie aujourd'hui au Faso. Explication. Ces 30 démissionnaires sont tous des cadres issus des 13 régions du Burkina. C'est de la diffamation, rétorque le Parent, qui demande dans les colonnes du journal Aujourd'hui au Faso, je cite, « Le Parent n'a enregistré aucune démission et n'est de près ni de loin mêlé à cette information diffamatoire. Démissionnera, démissionnera pas, ce clair-obscur du parti Le Parent contraste avec le parti UNIRPS où c'en est fini avec le concubinage politique. Oui, plusieurs militants ont bel et bien reconnu Maître Benouéné Sankara, claqué la porte et même créé un parti politique. Ils sont partis, ils, ces démissionnaires, car ils sont pressés d'avoir des postes et d'être ministrables, et le parti n'est pas en crise, conclut Maître Benouéné Sankara dans les colonnes du journal Le Pays. Eux aussi sont partis, même si le contexte n'est pas le même. Nous parlons affaire Kogluego, déclaré persona non grata dans la cité de Santa, relate l'Observateur. Je cite, « Une poignée d'hommes vêtus en Kogluego est venue éveiller une cellule dormante de Kogluego pour l'installer à Nyangologo, mais a échoué face au nom catégorique de la population. Ces visiteurs indésirables, allusion faite au Kogluego, rappellent aujourd'hui au Faso et suit un second camouflé, cette fois-ci dans les cascades, après les hauts bassins. » Le professeur Al-Kassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation, est l'invité de votre émission Dialogue avec le gouvernement à partir de 21h10. Jean-Emmanuel Ouedraogo et Paul Mikirwamba vous donnent rendez-vous pour décrypter les grands chantiers de ce département. Merci à tous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.